Les élections européennes qui se sont terminées hier ont donc été marquées par une poussée de l'extrême droite dans plusieurs pays, notamment ici en Allemagne. L'AfD est arrivée en deuxième position avec 15,9% des voix contre 30% pour les conservateurs de la CDU-CSU. Et dans les anciennes régions d'Allemagne de l'Est, le parti d'extrême droite est même en tête. Tino Kruppala, coprésident de l'AfD, s'en félicite. Quand on est deuxième, quand on est la deuxième force devant le SPD, le parti de la chancellerie, devant les Verts et devant la gauche, je pense qu'on ne peut qu'être satisfait. Donc je le suis. Les électeurs ont choisi notre programme, nos contenus et ils voient enfin qu'il faut une alternative dans ce pays. Voilà, c'était Tino Kruppala, le coprésident de l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne et en France. Une nouvelle campagne électorale démarre donc pour des élections législatives anticipées. Élections prévues le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour. Le Rassemblement national arrive largement en tête à Bruxelles et il s'est dit déjà prêt à exercer le pouvoir. Marine Le Pen, sa présidente. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale et donc le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Voilà, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Une perspective qui ne fait pas l'unanimité. Écoutez à ce sujet ces quelques réactions recueillies hier tard dans les rues de Paris. Oui, ça fait quand même un peu l'effet d'une bombe, quoi. Parce que tout explose et il faut tout remettre à plat. Voilà. Je pense que si on en arrive là, c'est qu'il y a un réel problème qui se passe, c'est que les gens qui ont voté doivent se poser des questions, ont besoin d'un choc pour que quelque chose avance ou ou qu'on revienne en arrière ou qu'on revienne à quelque part. Je pense que les gens ont besoin de faire ça pour marquer quelque chose. J'espère que ça continuera pas dans le mauvais sens et que ça ira dans le bon sens. Pour moi, c'est pas quelque chose qui peut gouverner. C'est un parti d'opposition. L'extrême droite, c'est pas un parti qui est là pour. Bon, après, les gens votent ça. J'espère que ça ira pas plus loin, parce que bon, c'est inquiétant. Si on arrive avec des gens si on se retrouve comme en Hongrie, comme dans des pays comme ça, c'est vraiment inquiétant. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont un petit peu compliquées sur cette planète. Donc, si on se retrouve avec un président d'extrême droite, je pense que ça risque d'être très compliqué, quoi. J'espère que les risques qu'il prend vont porter fruit et je souhaite vraiment que le RN ne passe pas. Voilà des réactions de quelques Parisiens à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale française, une décision prise hier donc par le président Emmanuel Macron. Et dans les autres pays européens, en Italie, Fratelli d'Italia, le parti post-fasciste de la chef de gouvernement italien, arrive en tête. En Autriche, c'est aussi l'extrême droite qui arrive en tête avec le FPO. En Pologne, c'est le parti centriste pro-européen du Premier ministre Donald Tusk qui décroche la première place. Mais le parti nationaliste populiste, droit et justice, conserve un score élevé. Nous allons revenir bien évidemment sur cette actualité liée aux résultats des élections européennes dans notre édition de 17h en temps universel. DW. De la crise diplomatique entre le Niger et le Bénin, on en parle encore, Constance. Samedi, le régime militaire nigérien a accusé le Bénin d'avoir kidnappé 5 de ses ressortissants en mission dans ce pays pour contrôler le chargement de pétrole et il entend prendre toutes les dispositions pour obtenir leur libération. Oui, je rappelle que mercredi dernier, une équipe de la société pétrolière chinoise WAPCO Niger, West African Pipeline Company, en mission officielle de supervision des contrôles de chargement de pétrole du Niger dans le port béninois de Semekpodi a été kidnappé par les autorités béninoises et est gardé en otage depuis, selon un communiqué de la junte militaire à Niamey. Et pendant ce temps, ce sont les populations qui redoutent de graves impacts de ce bras de fer entre les deux voisins. À Cotonou, la correspondance de Rodrigue Kézotier. Tout le monde croyait que la voie était balisée pour une sortie de crise après la levée définitive par le Bénin de l'embargo sur le pétrole nigérien. C'est plutôt à une nouvelle escalade qu'on assiste après l'arrestation de 5 citoyens nigériens. Les militaires au pouvoir à Niamey n'ayant pas obtenu, comme ils l'ont exigé, la libération de ces derniers,
Ils ont procédé à la fermeture de la station de Koulélé dans l'extrême est du Niger, à partir de laquelle le brut est transporté vers la station terminale de Semepodji. Samedi, sur les antennes de l'Office de radio-diffusion et télévision du Niger, la junte militaire a dénoncé les attitudes du Bénin et a interpellé ses partenaires chinois. Pour Abderrahmane Amadou, porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, il revient à la République populaire de Chine, partenaire stratégique dans l'exploitation du pétrole nigérien, de prendre ses responsabilités en s'engageant clairement dans le respect de toutes les clauses contractuelles. Fin de citation. Aucune réaction pour l'heure du côté des responsables de la société WAPCO. Pendant ce temps, au Bénin comme au Niger, les populations s'interrogent sur la suite des événements. Beaucoup craignent que s'exacerbe la tension et redoutent des conséquences regrettables pour les relations entre les deux pays. Adam Mahwefa et Kevin sont des citoyens rencontrés à Porto Novo, Abomey et Calavi, au Bénin. Pour eux, les deux peuples partagent des liens culturels, historiques et économiques et il est douloureux de voir ces relations mises à mal. Au-delà des inquiétudes, l'expert en gouvernance et observateur de l'actualité politique béninoise, Francis Eloge Attadé, craint également la suspension du projet Pipeline Niger-Bénin. C'est pourquoi il suggère une médiation autre que politique pour une décrispation de la tension. Plusieurs voix comptent également sur la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Rodriguez Odje à Cotonou pour la Deutsche Welle. Et hier dimanche, plusieurs organisations de la société civile nigérienne et des syndicats se sont réunis pour une prise de parole commune au sujet des tensions avec le Bénin voisin. Dans leur déclaration conjointe, les membres de la société civile et syndicats réunis à Niamey ont dénoncé un plan, je cite, un plan machiavélique de l'impérialisme occidental. Et selon ces organisations de la société civile, le président béninois Patrice Talon porte avec Paris un projet de déstabilisation du Niger. Niamey accuse le président béninois Patrice Talon de multiplier les violations des accords sur le transport du brut nigérien que son pays a souscrit en usant de superfuges. Fin de citation. Information en bref, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a appelé vendredi à une action internationale immédiate pour empêcher de nouveaux déplacements forcés de civils au Sahel, otages depuis 4 années d'une spirale de violence djihadiste et où la crise humanitaire empire. Vous écoutez la DW. Et c'est une situation qui interpelle les autorités provinciales du Bawele. Bawele, c'est une localité située au nord de la République démocratique du Congo et voisin du Soudan du Sud et de la République centrafricaine. D'après le président de l'Assemblée provinciale, Simon Toutou, 13 cas de décès ont été enregistrés au cours du mois dernier dans les villages riverains de la rivière Télé qui traverse une partie de la province. Et celui-ci attribue ces décès à la pollution des eaux de la rivière par l'exploitation minière. Kosivichassou. La situation devient très inquiétante pour les populations de la province du Bas-Ouélé. Les 12 villages riverains de la rivière Télé sont concernés. Espérance Kouaza, coordinatrice de l'ONG Difemia, qui s'occupe des femmes en milieu rural, décrit une situation alarmante. On a constaté d'abord la couleur de cette eau-là. Mais maintenant, c'est comme la boue. La population ne peut même pas se laver avec ça. Or, ce sont des populations riveraines. Ils utilisaient cette eau-là pour leur survie. Maintenant, ils sont bloqués. Si se lavent même les corps, il y a des petits plaies, ça donne des boutons sur les corps et ça chatue. La région est connue pour ses richesses minières, des sous-sols qui renferment de l'or et du diamant. L'extraction de ces minerais nécessite l'emploi de certains produits chimiques qui sont mal utilisés par la plupart des exploitants miniers, a déploré le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école régionale de l'eau et du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. Vous allez prendre les images satellitaires, vous allez voir que vraiment la situation n'est pas conforme aux normes d'exploitation en rapport avec le respect de l'environnement.
Donc c'est une situation un peu généralisée. Il y a des pollutions avec des substances toxiques et qui impactent non seulement la biodiversité aquatique, mais aussi sur la santé humaine, puisqu'il faut comprendre que la population n'a que cette eau-là, l'eau de rivière, pour ses besoins domestiques. Il y a peu de contrôle pour limiter ces abus. D'après plusieurs sources sur place, les exploitants miniers rejettent leurs déchets dans l'environnement, polluant ainsi l'eau, l'air et le sol. La coordinatrice de l'ONG DIFEMI, Espérance Kouaza, demande aux autorités d'agir. Si on peut leur demander d'arrêter cette exploitation-là de l'or ou des diamants dans l'eau. Dès qu'ils sont en train d'exploiter l'or là-bas, l'eau va continuer à être polluée. La RDC n'est pas le seul pays concerné par le problème. La pollution de l'eau et du sol due à l'exploitation minière est signalée aussi au Ghana, en Côte d'Ivoire ou encore au Mali, impactant l'environnement et la santé des populations. Kosivi Tiassou, le déploiement de policiers kenyans dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU en Haïti, un pays qui est en proie à la violence des gangs. Ce déploiement aura probablement lieu la semaine prochaine ou la semaine suivante. Déclaration hier faite par le président kenyan William Ruto. Le Kenya, pays d'Afrique de l'Est, doit prendre la tête de cette mission, validée, on le rappelle, en octobre par le Conseil de sécurité de l'ONU, avec l'envoi de 1000 policiers dans l'État des Caraïbes. D'autres pays doivent également contribuer à cette force, à savoir le Bénin, les Bahamas, le Bangladesh, Barbade et le Tchad. Au moins 45 personnes ont été tuées dans des combats entre clans rivaux en Somalie. Les combats ont eu lieu à Landéré, dans le nord de la province de Galgadoug. Galgadoug, c'est une région du centre de la Somalie avec une façade orientale sur l'océan Indien. Info matin, il est 7h et bientôt 17 minutes en temps universel, bientôt 10h et 17 minutes à Galgadoug en Somalie. Vous êtes sur Twitter? Venez voir le compte de la DW Afrique. Et il est aussi 7h et 17 minutes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a enregistré cette année une hausse de la réussite au certificat d'études primaires élémentaires, le CEP, avec un taux de 83% enregistré, soit 12 points de plus que l'année dernière. Et les filles réussissent un peu mieux que les garçons, puisque 84% d'entre elles ont obtenu ce certificat. Julien Adaye, une évolution qui trouve son origine dans une loi qui date de 2018, loi sur la scolarité pour tous. Je suis admise au CP et je suis très contente. Ils m'ont dit que j'étais admise, j'étais content et je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci à mes parents qui m'ont soutenu. Awa Diallo est âgé de 9 ans et Franck Emmanuel a 1 an de plus. Tous deux font partie des 512 563 élèves admis au certificat d'études primaires élémentaires en Côte d'Ivoire cette année. Dans la cour du groupe scolaire de la Sogefia à la Riviera dans la commune de Cocody, nous avons rencontré Georgette Brou, venue pour le retrait des attestations de réussite de sa fille. Elle raconte son bonheur au moment de la proclamation des résultats. J'ai constaté que mon enfant était admise et j'étais encore plus contente. Elle a même soulevé. La directrice des examens et concours, Mariam Maga Dosso, donne les chiffres d'admissibilité au CEP qui positionne les filles en tête du classement. Ces résultats analysés sous l'angle du genre révèlent que sur 305 077 filles présentes, 256 563 sont admises et que sur 309 044 garçons présents, 255 999 le sont également. Cette réussite scolaire des filles marque une évolution dans un pays où leur scolarité n'a pas toujours été une priorité, surtout dans les parties nord et est du pays. Dans ces régions, les filles étaient cantonnées au rôle de mère et assuraient les travaux domestiques et champêtres. Mais pour Ma Camara, journaliste et spécialiste des questions du genre, la loi de 2018 sur l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans et la campagne de sensibilisation qui l'a accompagnée expliquent la réussite des filles à cet examen. En mars 2018, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan stratégique d'accélération de l'éducation des jeunes filles.
dont l'objectif est de renforcer les actions en faveur de la scolarisation de ces jeunes filles. Ensuite, il y a eu un fort investissement du gouvernement ivoirien dans les cantines scolaires, un investissement de plus de 16 milliards de francs CFA. Pourtant, selon les chiffres de la Banque mondiale, les dépenses publiques consacrées à l'éducation sont en baisse en Côte d'Ivoire. La loi de 2018 a été suivie par une hausse des budgets alloués aux élèves, mais celle-ci a été provisoire. Julien Daillé, à Abidjan, pour la Deutsche Welle. DW Info Matin.